Depuis toute petite, j'ai toujours su que j'étais la seconde dans le cœur de mes parents. Je m'appelle Julie, et aussi loin que je me souvienne, mon frère Thomas a toujours été l'enfant chéri de la famille. Il a 2 ans de moins que moi, mais cela n'a jamais empêché mes parents de montrer clairement qui était leur préféré. Quand j'avais 8 ans et que Thomas en avait 6, je me souviens avoir ramené un bulletin avec surtout des B et un A. Ma mère l'a à peine regardé avant de dire « C'est bien, Julie ». Puis elle l'a collé sur le frigo avec un seul aimant. Une semaine plus tard, Thomas a ramené un bulletin rempli de A. Mes parents ont réagi comme s'il avait découvert un remède contre le cancer. Ils l'ont emmené manger une glace et lui ont offert un nouveau jeu vidéo. Thomas a tellement de potentiel, disait mon père en lui ébouriffant les cheveux. Il ira loin. J'essayais de ne pas me laisser atteindre. Je n'étais pas une élève parfaite comme Thomas, mais je travaillais dur. Mes professeurs disaient toujours que j'étais l'une des élèves les plus appliquées de la classe. Je lisais tout le temps, des romans fantastiques, des biographies, des livres de sciences, tout ce qui me tombait sous la main. J'ai appris seule à chercher des informations dans les encyclopédies, puis sur Internet. Mais ça n'impressionnait jamais mes parents. Les livres ne te mèneront nulle part si tes notes ne suivent pas, disait ma mère chaque fois qu'elle me surprenait en train de lire au lieu de réviser. Le pire, c'est quand Thomas a terminé le CM2 avec que des A. Un soir, à table, mes parents ont annoncé qu'ils l'emmenaient à Disneyland Paris pour le récompenser. Et Julie a demandé Thomas en me regardant. Mon père s'est raclé la gorge. Julie ihrer Schätzmami Rose. Elle ne l'a pas mérité, vu ses notes. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, en poussant mes petits pois. J'avais 13 ans à l'époque, assez grande pour comprendre ce que ça voulait vraiment dire. Je n'étais pas assez bien. Mamie Rose était la mère de ma mère, et heureusement, elle n'avait rien à voir avec sa fille. Elle vivait dans une petite maison chaleureuse à une vingtaine de minutes de chez nous, avec un jardin rempli de rosiers et une cuisine qui sentait toujours les biscuits. Pendant que mes parents emmenaient Thomas à Disneyland, j'ai passé la semaine chez elle. Tu sais, Julie, m'a-t-elle dit un soir alors qu'on était sur la balançoire du porche, tes parents ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Tous les enfants devraient être aimés de la même manière. Chaque enfant est différent, avec ses propres talents et forces. Tes parents croient bien faire avec Thomas, mais au fond, ils blessent vous deux. Ma relation avec Thomas était compliquée. On n'était pas proches, mais il ne m'a jamais maltraitée. C'était le seul dans la famille à me traiter comme une personne normale. Parfois, je le surprenais à me regarder avec ce qui ressemblait à de la culpabilité quand nos parents le félicitaient et m'ignoraient. Mais il n'a jamais rien dit. À 16 ans, j'ai trouvé un petit boulot dans un café local qui s'appelait Chez Béant. Je voulais gagner mon propre argent, être un peu moins dépendante de mes parents. Après les cours, j'enchaînais mon service, je touchais quelques pourboires, puis j'allais chez Mamie Rose. Elle n'allait pas très bien dernièrement. Son arthrite empirait, et elle semblait parfois un peu perdue sur les jours. À chaque visite, je lui apportais des viennoiseries fraîches du café. On s'installait dans sa cuisine, avec un thé et des croissants au chocolat ou des muffins aux myrtilles, et elle me racontait des histoires de sa jeunesse. Ton grand-père était un sacré danseur, disait-elle avec un regard pétillant. Il m'a littéralement fait tourner la tête à la fête foraine de 62. Ces après-midi avec Mamie Rose étaient les plus beaux moments de ma semaine. Avec elle, je ne me sentais ni nulle, ni décevante. J'étais juste Julie, et ça suffisait. Mais tout a changé quand j'ai eu 17 ans. Mamie Rose, de plus en plus fragile, s'est éteinte dans son sommeil. J'étais dévastée. Elle était mon roc, mon refuge dans la tempête familiale. Les funérailles ont été simples, juste la famille et quelques amis de son église. Mes parents étaient raides et formels, ma mère tamponnait de temps en temps ses yeux secs avec un mouchoir. Thomas, debout à côté de moi, a posé la main sur mon épaule quand j'ai fondu en larmes pendant l'éloge funèbre. Une semaine plus tard, on s'est tous retrouvés dans le bureau d'un notaire pour la lecture du testament. Je ne m'attendais à rien. Je n'avais jamais pensé à l'argent ou au bien de mamie. Elle me manquait, c'est tout. Le notaire, un homme chauve avec de petites lunettes rondes, a éclairci sa voix et commencé à lire. À ma fille, Marguerite Dupont, je lègue ma maison et tout son contenu. Ma mère a hoché la tête comme si elle s'y attendait. À mes petits-enfants, Julie et Thomas Dupont, je lègue mes économies, à raison de 100 000 euros chacun, versés sur des comptes séparés qu'ils pourront débloquer à leur majorité. Ma bouche est restée grande ouverte. 100 000 euros, c'était bien plus que ce que je pouvais imaginer. Et mamie me l'avait légué à moi. À moi et Thomas, à parts égales. J'ai regardé mes parents. Mon père était rouge de colère, et les lèvres de ma mère étaient pincées, presque blanches. Il n'avait pas l'air heureux. Plutôt furieux. Le lendemain matin au petit déjeuner, l'orage a éclaté. Alors, Julie,
a dit ma mère d'une voix faussement douce, qu'est-ce que tu comptes faire de cet argent que ta grand-mère t'a laissé? J'ai levé les yeux de mon bol de céréales. Je pensais m'en servir pour payer la fac. Thomas a soufflé bruyamment du nez, en gardant les yeux rivés sur son assiette. La fac. Hein? A dit ma mère en riant. Allons, soyons réalistes, ma chérie. Tu peux continuer à bosser dans ce café, ça te va très bien. Je l'ai regardé, perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que ta mère veut dire, a repris mon père, c'est que Thomas est celui qui a besoin de cet argent pour ses études. Il rêve d'entrer à Sciences Po Paris, tu sais. C'est une école prestigieuse, bien plus chère que n'importe quel établissement où toi, tu pourrais entrer. Mais mamie a laissé l'argent à nous deux, ai-je dit. Oui, mais Thomas en a plus besoin, a insisté ma mère. Il a un vrai potentiel. Tu devrais lui céder ta part. Je n'en croyais pas mes oreilles. Non, ai-je dit, la voix tremblante. C'est mon argent. Mamie voulait que j'en bénéficie. Égoïste, cracha ma mère, le visage rouge de colère. Après tout ce qu'on a fait pour toi? Et vous avez fait quoi, exactement? Ai-je lancé, surprise de mon propre courage. Vous avez toujours préféré Thomas. Vous l'avez emmené à Disneyland et vous m'avez laissé derrière. Vous n'avez jamais célébré mes réussites, pas une seule fois. Ne sois pas si dramatique, dit mon père en agitant la main comme pour me balayer. Thomas mérite 6 chances. Lui, il a un avenir. Et moi, non. Je me suis levée, ma chaise grinçant sur le sol. Je travaille dur à l'école, j'ai un job, je me débrouille seule. C'est suffisant. Tu es ingrate, égoïste. C'est emporter ma mère. Thomas a plus besoin de cet argent que toi. J'ai regardé Thomas. Il fixait toujours son assiette, refusant de croiser mon regard. Ce n'est pas ta faute, lui ai-je dit. Mais je ne renoncerai pas à mon héritage. Je suis sortie de la cuisine, le cœur battant. Les jours suivants, mes parents m'ont ignoré. Ils passaient devant moi dans les couloirs sans un mot, parlaient autour de moi à table comme si je n'étais pas là. Thomas me lançait parfois des regards désolés, mais il ne disait jamais rien. Une semaine après notre dispute, je suis rentrée plus tôt de mon service au café. En passant près de la chambre de mes parents, j'ai entendu leur voix étouffée. Je me suis arrêtée sans intention d'espionner, mais j'ai entendu mon prénom. Cet enfoiré de notaire a dit qu'on ne pouvait rien faire, disait mon père. L'argent est à Julie, et elle seule pourra y accéder quand elle aura 18 ans. Il doit bien y avoir un moyen, insistait ma mère. On ne peut pas laisser tout cet argent gâché sur elle. Thomas a besoin de ça pour Sciences Po. Je sais. Mais légalement, on ne peut rien faire. Je me suis reculée, le cœur battant. Ils avaient consulté un avocat pour essayer de me prendre mon argent. Le choc a été brutal. Ils ne faisaient pas que favoriser Thomas. Ils essayaient activement de me nuire. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à compter les jours jusqu'à mes 18 ans et le bac. J'ai pris plus de services au café, économisé chaque centime. J'ai postulé dans plusieurs universités, en me concentrant sur celles ayant de bons programmes de gestion financière. Je n'ai rien dit à mes parents. Quand le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé, je n'ai ressenti que du soulagement. La cérémonie avait lieu dans le gymnase de notre lycée, décoré de guirlandes bleues et or. Assise parmi mes camarades en toge et mortier, j'ai scruté la foule. Les sièges réservés à mes parents étaient vides. Après la cérémonie, tout le monde prenait des photos et tombait dans les bras de leur famille. Moi, je restais seule, mon diplôme serré contre moi. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. Félicitations, sœurette, dit Thomas avec un sourire un peu maladroit. Thomas? Qu'est-ce que tu fais là? Où sont papa et maman? Il haussa les épaules. À la maison. Ils ne voulaient pas venir. Je suis partie en douce. Ils savent pas que je suis là. J'étais surprise par son geste. Merci d'être venu. Ways. Tu mérites que quelqu'un soit là pour toi. Et, je suis désolée pour tout, tu sais, l'argent et tout ça. J'ai hoché la tête, sans savoir quoi répondre. Ce n'était pas sa faute. Mais il n'avait jamais pris ma défense non plus. Le lendemain, mes parents ont lancé leur bombe finale. Tu as 18 ans maintenant, a dit ma mère à table, d'une voix glaciale. Tu as accès à ton argent. Tu dois partir. Je les ai regardés, elle puis mon père, qui hochait la tête. Thomas regardait encore son assiette. Quand? Ai-je demandé, la voix calme. Le plus tôt serait le mieux, répondit mon père. Demain, ce serait parfait. Je m'y attendais. Mais ça faisait mal quand même. J'ai simplement hoché la tête, me suis levée de table et suis allée faire mes valises. Je n'ai pas pleuré. J'en avais fini de pleurer pour des gens incapables de m'aimer.
Le lendemain, j'ai utilisé une partie de mon héritage pour louer un petit appartement. J'ai mis mes affaires dans ma vieille voiture cabossée, et je suis partie sans dire au revoir. Thomas m'a envoyé un message plus tard. Je suis désolé. Ils ont tort. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. J'étais trop vidée. Cet été-là, j'ai fait des recherches sur les universités et j'ai choisi l'université d'État, dans la région voisine. Elle avait un excellent programme de gestion financière. Ce n'était pas Sciences Po, mais c'était une bonne fac, et j'y avais été acceptée avec une bourse partielle. En août, j'ai emménagé en résidence universitaire, payé mes frais de scolarité avec mon héritage, et il me restait encore une bonne somme. Ma colocataire, Alicia, venait du sud de la France et dépensait comme si l'argent poussait sur les arbres, nouvelles fringues, resto chic, concerts. Mais Mamie Rose m'avait appris la valeur de l'épargne. Je faisais attention à mes finances. Je n'avais plus aucun contact avec mes parents. Mais Thomas m'appelait parfois. Il me parlait du lycée, de ses potes, des trucs normaux entre frères et sœurs. Il évoquait rarement nos parents. Et moi, je ne posais pas de questions. 2 ans plus tard, Thomas a eu son bac. Il m'a appelé avec une nouvelle. Maman et papa ont vendu la maison de mamie. Ils utilisent l'argent pour payer Sciences Po, dit Thomas, d'un ton plat. Oh, ai-je répondu, sans trop savoir quoi dire. La petite maison chaleureuse de mamie, avec son jardin de roses, vendue pour financer les études de Thomas. Ça faisait mal, mais venant de mes parents, je n'en attendais pas moins. Après cet appel, Thomas a cessé d'appeler régulièrement. Quand j'essayais de le joindre, il me répondait brièvement, disant qu'il était trop occupé par la fac. À force, j'ai arrêté d'essayer. Je me suis plongée dans mes études, déterminée à prouver à mes parents qu'ils avaient tort. J'ai été diplômée avec mention en gestion financière, et grâce à un contact de mon stage, j'ai décroché un poste chez Durand et Associés, dans la même ville que mon université. Ce n'était pas une boîte renommée, mais c'était un début. Mon premier appartement était minuscule, à peine de quoi caser un lit et un bureau, mais c'était chez moi. J'ai commencé en bas de l'échelle, sur des comptes simples, mais j'étais douée. J'avais le sens du détail et une vraie capacité à trouver des solutions créatives aux problèmes financiers. En 3 ans, j'ai été promue 2 fois. À 27 ans, je dirigeais ma propre équipe. À 29, j'étais l'une des plus jeunes responsables financières seniors de l'entreprise, avec un salaire suffisant pour m'offrir enfin l'appartement de mes rêves. Un T3 moderne, grande baie vitrée, vue sur le parc de la ville. Un jour, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Allô? Ai-je dit, pensant que c'était encore une pub. Julie. La voix était plus grave que dans mes souvenirs, mais je l'ai reconnue aussitôt. Thomas? Ouais, c'est moi. Je suis en ville en ce moment. Il y a un café sur la rue principale, le Portail Bleu. On pourrait s'y retrouver à 19h? Je connais. J'y serai. Le Portail Bleu était un café branché, avec des murs en briques apparentes et des plantes suspendues. J'y suis arrivée en avance et me suis installée au fond. À 19h pile, un homme est entré. Je l'ai à peine reconnu. Thomas avait toujours été le beau gosse de la famille. Grand, athlétique, avec la mâchoire carrée de papa et les yeux bleus clairs de maman. L'homme qui franchit la porte était toujours grand, mais amaigri, les vêtements flottant sur lui, des cernes profonds sous les yeux. Tu as changé, ai-je dit franchement. Il a ri sans joie. Ouais, j'ai traversé des trucs. Après avoir commandé nos boissons, il est allé droit au but. J'ai merdé, Julie. Il baissa la voix. Quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai complètement perdu les pédales. Maman et papa ont toujours été si stricts. À la fac, j'étais libre. J'ai fait n'importe quoi, alcool, drogue, tout le package. En 3e année, ils m'ont viré pour usage de stupéfiants. Je le regardais, sous le choc. Ce n'était pas le futur que nos parents avaient prévu pour leur fils prodige. Maman et papa étaient dévastés, a-t-il poursuivi. J'ai passé 3 ans en cure de désintoxication. Je suis sobre depuis 2 ans maintenant. Je suis désolée que tu aies vécu ça, ai-je dit sincèrement. Malgré tout, je ne voulais pas que Thomas souffre. Je n'arrive pas à trouver un boulot correct. Je bosse dans une station-service, mais c'est payer une misère. Je suis venue ici pour repartir à zéro. Je l'ai observé. Tu cherches quoi comme travail? N'importe quoi de correct. Je suis pas difficile. Je me suis souvenu que mon amie Léna, qui travaillait au RH d'une boîte de logistique, m'avait dit qu'il recrutait. Je peux peut-être t'aider. Léna travaille chez Preston Logistique, il cherche du personnel administratif. Je peux glisser un mot. Le visage de Thomas s'est illuminé. Ce serait génial, Julie.
Le lendemain, j'ai appelé Léna. Elle a organisé un entretien, et à la fin de la semaine, Thomas avait le poste. Ce n'était pas glamour, du classement, de la saisie de données, mais c'était un début. Les mois suivants, on a commencé à se retrouver régulièrement. Un café, un dîner, une fois par semaine. Il semblait déterminé à rester sobre et à reconstruire sa vie. Un soir, autour d'un plat de pâtes, Thomas a parlé de nos parents. J'ai essayé de leur parler de toi, m'a-t-il dit en jouant avec sa fourchette. De ta carrière, de tout ce que tu as accompli. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ai-je demandé, tentant de cacher mon intérêt. Thomas avait l'air mal à l'aise. Ils m'ont coupé la parole. Papa a dit qu'il ne voulait rien entendre à ton sujet. Et maman, elle a juste changé de sujet. Ils n'ont aucune idée de ton succès. 6 mois après le début de son nouveau job, Thomas est venu me voir avec un problème. Maman et papa ont des soucis financiers, a-t-il dit alors qu'on était dans un café. Ils ont des dettes médicales, des crédits, et ils n'arrivent plus à payer l'hypothèque. Ils risquent de perdre la maison. J'ai ressenti un pincement de satisfaction un peu mesquine, vite suivi par de la culpabilité. C'est triste, ai-je répondu d'un ton neutre. Je pensais que, peut-être, tu pourrais les aider, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. J'étais sur le point de refuser, mais quelque chose m'a arrêté. La voix de Mamie Rose me revint. Les enfants doivent être aimés de façon égale. Elle aurait voulu que j'aide. Malgré tout. Ils ont besoin de combien ? Ai-je demandé. 2 000 € par mois suffiraient à couvrir le prêt et quelques factures. C'était une belle somme. Mais je pouvais me le permettre. D'accord, ai-je dit. Je vais les aider. Tu veux que je leur dise que ça vient de toi ? Demanda Thomas, incertain. J'ai haussé les épaules. Peu importe. Tu peux leur transférer depuis ton compte. Je fais juste mon devoir de fille. Je m'en fichais qu'ils sachent ou non. Ce n'était pas pour la reconnaissance, ni pour la réconciliation. C'était juste ce qu'il fallait faire. C'est ainsi que notre arrangement a commencé. Chaque mois, je virais 2 000 € sur le compte de Thomas, et lui les transmettais à nos parents. Qu'il croie que ça venait de lui ou d'une autre source, je n'ai jamais demandé. Et je m'en fichais. Pendant 2 ans, ça a continué comme ça. Je me concentrais sur ma carrière, Thomas gardait son emploi, restait sobre, et nos parents restaient dans leur maison. Un soir, Thomas m'appela, visiblement enthousiaste. Papa et maman fêtent leur 35e anniversaire de mariage le mois prochain, m'annonça-t-il. Ils organisent une grande réception à l'hôtel Grand Palais. Toute la famille sera là, ainsi que leurs amis. Et Julie, ils veulent que tu viennes. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Quoi ? Pourquoi m'inviteraient-ils ? Je crois qu'ils veulent se réconcilier, dit Thomas, sans grande conviction dans la voix. Tu viendras ? S'il te plaît. Je serai là. Et ce serait peut-être bien de mettre les choses à plat une bonne fois. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement silencieux, songeant à mes parents. Ils n'avaient jamais cherché à me recontacter. Jamais présenté d'excuses. Pourquoi voudraient-ils soudain que je sois présente à leur fête d'anniversaire ? Quelque chose clochait. Mais malgré mes réticences, une part de moi était curieuse. Qu'est-ce que ça ferait, de les revoir ? De leur montrer la femme que j'étais devenue, sans eux ? Contre toute logique, j'ai décidé d'y aller. Je me suis acheté une robe neuve, une robe fourreau bleu nuit élégante, plus chère que mon tout premier loyer dans mon minuscule studio d'étudiante. J'ai réservé une chambre d'hôtel dans ma ville natale et pris un jour de congé. L'hôtel Grand Palais était l'établissement le plus chic de la ville. Un ancien manoir victorien restauré, avec des jardins immenses et un lustre en cristal dans la salle de bal. Je remis mes clés au voiturier, lissai ma robe, et pris une grande inspiration. C'était le moment. Je pénétrai dans le hall, mes talons claquant sur le sol en marbre. Une pancarte indiquait « Célébration des 35 ans de mariage ». Famille Dupont, je suivis les flèches, le cœur battant un peu plus fort à chaque pas. Devant les portes de la salle de bal, je m'arrêtai. À travers les vitres, je voyais les invités discuter, rire, trinquer au champagne. J'aperçus ma mère dans une robe argentée, recevant des félicitations. Mon père, non loin, avait l'air très distingué dans son costume sombre. Thomas m'avait dit qu'il m'attendrait dehors, mais il n'était pas là. Je vérifiai l'heure, j'étais pile à l'heure. Je pris une dernière inspiration, puis poussai les portes. J'entrai seule. Le silence se fit dans la salle. Plusieurs personnes se retournèrent vers moi, chuchotant entre elles. Je reconnus quelques cousins éloignés, des amis de la famille que je n'avais pas vus depuis plus de 10 ans. Mon regard se posa sur Thomas, de l'autre côté de la salle. Il me vit, ouvrit de grands yeux, et accourut.
Julie, tu es Benjo. dit-il en me prenant dans ses bras. J'allais justement t'écrire. J'avais dit que je viendrais, répondis-je en balayant la pièce du regard. Thomas m'emmena à travers la foule jusqu'à nos parents. Ma mère m'aperçut et chuchota quelque chose à mon père. Son visage se durcit. Maman, Papa, de Thomas en arrivant. Regardez qui est là. Ma mère esquissa un sourire forcé, sans chaleur. Julie, on n'était pas sûr que tu viendrais. Pourtant, vous m'avez invité, dis-je. UN sie längste genannt s'installa. Puis, sans un mot, ma mère me guida à travers la salle, jusqu'à une petite table dans un coin reculé. Elle me montra une chaise, où un marque-place m'attendait. Je baissai les yeux. Et je me figeai. Le nom inscrit, en élégante calligraphie, était « Raté ». C'est une blague ? Ai-je demandé, la voix étonnamment calme. Le faux sourire de ma mère s'effaça. Tu sais très bien ce que tu es, dit-elle assez fort pour que les invités autour entendent. Tout le monde ici le sait aussi. Thomas nous soutient depuis 2 ans, alors que toi, tu vis égoïstement sur ton héritage. Tu ne nous as pas donné un centime. Thomas apparut à mes côtés, livide. Ne fais pas de scandale, murmura-t-il. Assieds-toi. On en parlera plus tard. Je regardai la carte. Puis le sourire satisfait de ma mère. Une étrange sérénité m'envahit. Je pris la carte, hochai la tête, et m'assis à la place qu'on m'avait assignée. Je posai bien en évidence la carte ratée, devant moi, à la vue de tous. Le dîner débuta. Je mangeai en silence, ignoré par les autres convives à ma table. Puis arriva le moment des discours. Mon père parla le premier, remerciant les invités. Plusieurs proches enchaînèrent, avec des vœux chaleureux. Quand les toasts semblèrent se terminer, je me levai, une coupe de champagne à la main. Le silence tomba une nouvelle fois. Le visage de ma mère s'assombrit, mais elle ne pouvait m'arrêter sans provoquer un scandale. J'aimerais dire quelques mots, annonçai-je, à mes parents, pour leur 35e anniversaire de mariage. Jele Weimon Ferre. Beaucoup ici me connaissent comme la déception de la famille. La ratée. Je montrai le marque-place devant moi. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que depuis 2 ans, j'ai envoyé 2 000 € chaque mois à mon frère, pour soutenir nos parents. Des murmures choqués traversèrent la salle. Ma mère devint livide. Oui, continuai-je. Ce paiement du prêt immobilier, c'était moi. Ces frais médicaux, c'était moi. L'argent venait de moi. Pas de Thomas. Il n'était que l'intermédiaire. Je me tournai vers mes parents. J'ai fait ça parce que, malgré tout, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais maintenant, je comprends que rien ne sera jamais suffisant pour vous. Alors ce soir, considérez cela comme ma démission. Je reposai ma coupe et pris mon sac. Félicitations pour vos 35 ans de mariage. Je vous souhaite encore de nombreuses années, sans mon soutien financier. Je venais d'atteindre ma voiture quand j'ai entendu des voix. J'ai entendu mon prénom. Mes parents accouraient sur le parking, se dirigeant précipitamment vers moi. Julie attends. Cria mon père. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire, répondis-je en déverrouillant ma voiture. Tu ne peux pas simplement nous couper comme ça, dit ma mère, sa colère passée ayant laissé place à la panique. On a besoin de cet argent. Vous auriez dû y penser avant de me traiter de raté devant tout ce qu'on connaît. Ce n'était pas ce qu'on voulait dire, dit vite mon père. C'était juste une blague qui a mal tourné. Jairi, amere. Une blague ? Comme quand vous m'avez dit que je ne valais pas la peine d'aller à la fac ? Ou quand vous m'avez mise à la porte, le lendemain de ma remise de diplôme ? C'était des blagues aussi ? Il n'avait rien à répondre. Pendant des années, j'ai essayé de gagner votre approbation, ai-je continué. Et aujourd'hui encore, la seule chose que vous valorisez chez moi, c'est l'argent. Un argent que vous ne saviez même pas être le mien, jusqu'à ce soir. Je suis montée dans ma voiture. Ne m'appelez pas. Ne m'écrivez pas. C'est fini. Une semaine plus tard, Thomas est venu me voir. Je voulais juste m'excuser, dit-il. Ce qu'ils ont fait était horrible. Je ne savais pas qu'ils avaient prévu ça. Je te crois, ai-je répondu. Mais c'est terminé maintenant. Je pensais chaque mot que j'avais dit. Je ne les aiderai plus. Thomas hoch à la tête. Je comprends. Et je ne t'en veux pas. La vie a suivi son cours. Je me suis concentrée sur ma carrière, qui continuait à prospérer. Je suis partie en vacances en Europe, un rêve que j'avais depuis longtemps. J'ai recommencé à sortir, à rencontrer des gens. Reprendre ma vie en main, vraiment. 6 mois après la fête, Thomas m'a appelé avec une nouvelle. Ils ont dû vendre la maison, m'a-t-il dit.
Ils vivent dans un petit appartement depuis un mois. Et ils disent à tout le monde que c'est de ta faute. Que tu es égoïste. Avide. Parfois, je pensais à eux, dans ce petit appartement, en train de vivre les conséquences de leur choix. Je n'éprouvais aucune satisfaction à les voir tomber. Mais aucune culpabilité non plus. Mamie Rose avait eu raison, depuis le début. Les enfants doivent être aimés de façon égale. Mes parents n'ont jamais compris cette leçon. Et ils ont fini par perdre leurs 2 enfants. Thomas, désabusé. Et moi, brisé par leur cruauté. J'ai gardé la carte ratée. Non pas comme rappel de ce qu'ils pensaient de moi, mais comme souvenir du jour où je me suis libérée de leur regard, de leur jugement. Je l'ai encadrée et accrochée dans mon bureau à la maison. Là où je pouvais la voir chaque jour, alors que je construisais ma vie, selon mes propres termes.